Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité aujourd'hui, longtemps plume de Nicolas Canteloup sur Europe 1, désormais passé de l'ombre à la lumière en officiant tous les matins sur RTL dans l'œil de Philippe Cavrivière, aux côtés d'Yves Calvi pour sa matinale. On le retrouve aussi aux côtés de Laurent Ruquier et Léa Salamé pour On est en direct. Et justement, c'est le cas aujourd'hui pour découvrir qui se cache derrière l'impétueux, le décadent Philippe Cavrivière. C'est sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Sans s'abonner. Vous écoutez Radio J. Sans s'abonner, Manishma, Philippe Cavrivière. Col Bécéder. Écoutez, si on m'avait dit que Philippe Cavrivière parlerait mieux hébreu que moi, je ne l'aurais jamais cru. Bon. Ça me va, je prends. Alors, bien sûr, Philippe, on va démarrer cette émission ensemble en parlant de vous, de ce que vous faites, mais d'abord... Ah ben oui. Yom Houledet Sameach. C'était hier. Mais oui, c'était hier. Je me suis dit que bon, voilà, on était quand même collés. Les jours sont proches et donc... Bientôt les pas d'Orpea. Voilà. Je ne dirai pas mon âge, mais bien les pas de m'attendent. Écoutez, j'allais vous le demander. Philippe Cavrivière, on va parler de votre vie, votre œuvre, qui est un peu un tableau. Ne me retoquez pas parce que je vous vois venir. Mais d'abord, je dois l'avouer, après Judith Mergui sur Radio J, vous êtes un petit peu ma petite Madeleine de Proust. Alors, je crois que je suis pas la seule, parce que on vous a fait une arrivée digne du Machiar sur Radio J. Ouais, je dois vous le dire, vous êtes le messie, tellement on aime ce que vous faites. Et chaque matin, donc, on vous retrouve à 7h56. Ouais. Presse où vous taquinez un peu l'invité d'Alba Ventura et où vous portez un regard assez piquant quand même sur l'actualité. Il faut le dire avec un courage fou. Alors justement, est-ce qu'il vous faut du courage ? Il faut un peu de l'inconscience, il faut un côté enfant passage éternel, le mauvais élève de la classe qui va dire la bêtise pour faire rire les copains. Il faut un peu aimer oser. Ouais, il faut pas mal de calme. Écoutez, de vous entendre parler hébreu, moi, j'ai appris en 24 heures. Depuis que j'ai eu l'invitation, je me suis dit vite, j'apprends dans la nuit. Vous mentez, mais on veut savoir du coup d'où vient le fait que vous sachiez parler hébreu. Parce que je viens moi de l'école du Club Méditerranée, de Trigano, de Bourguignon, tout ça, surtout la famille Trigano. Et j'ai voyagé partout dans le monde. Et je suis allé en Israël, à Coral Beach. Et en fait, à chaque fois que j'étais dans un village, partout à Marbella ou à Punta Cana, quand je voyais une fille, qu'elle était très jolie, je disais, elle est d'où elle ? Et on me disait, elle est israélienne. Je dis, mais il faut que j'aille à la source. Qui sont merveilleuses. Voilà, au départ c'est très superficiel, je suis quelqu'un de très superficiel et après j'ai découvert le pays, les gens, la musique et plein de choses qui m'ont fait aimer ce pays. Donc après, pour parler aux enfants, moi je m'occupais des enfants, j'ai appris comment on dit, on répétait en phonétique tout ce que les gamins m'apprenaient, j'ai appris avec les enfants. C'est génial. Et alors vous parlez d'enfants, je sais que vous avez un t-shirt sur vous, Association Léo, voilà, qui vous tient à cœur. Alors on va en parler dans cette émission, c'était juste la petite parenthèse, mais on va y venir. Parce que je vous ai fait beaucoup de compliments, mais je vous dis la vérité, parce que moi je dis tout dans cette émission. Quand j'ai dit à la rédaction, oui aussi, on me l'a dit en off, et j'ai répondu le fou furieux du matin sur RTL, et là alors on m'a dit, ah oui, mais on l'adore. C'est celui qui a dit à Rachida Dati qu'elle était un mélange de Simone Veil et Anna Wintour. Alors là du coup j'ai encore... Elle a aimé. Elle a adoré. Elle est sympa, Rachida, elle est cash. Elle est cash et puis elle est très bon public, je crois. Ouais. Vous avez pas mal, ça a pas mal marché avec elle. On va y venir dans un instant. Ça m'amuse beaucoup de vous le dire parce que je sais que votre autodérision fait que vous comparez souvent aussi vos employeurs à Macron avec Castex. Un peu la copine moche de Macron. Parce que les belles ont toujours une copine moche pour être mis en valeur. Et j'avais l'impression que Castex était un peu la copine moche contre Ramal. C'est une bonne explication politique, voilà. Et justement, on va l'écouter tout de suite. Oh, félicité. Notre invité, Raphaël Enthoven, est resté pour votre chronique. Quel plaisir de recevoir un confrère philosophe. Enfin, un invité qui va pouvoir tenter de suivre ma pensée. C'est pas tous les jours. On en a reçu des couillons à ce micro, Yves. Éric Zemmour est resté pour votre chronique. Je crois que c'est la seconde fois que vous vous rencontrez. Oui, tout à fait. On va faire le petit bilan avant Noël. Élève Zemmour Éric, le perturbateur de la classe. Oh, ne me faites pas le coup des lunettes pour faire le bon élève, ça ne prend pas avec moi. Vous savez que des scientifiques s'interrogent sur le mystère de la victoire de Hollande en 2012. On saura pour l'existence de Dieu avant Hollande. Pauvre Marine Le Pen. Rieux l'a quitté, Collard l'a quitté, Rivière l'a quitté. Se fait quand même beaucoup larguer pour une célibataire. Nathalie Chuc a raconté le moment où Nicolas Sarkozy et notre invité auraient failli en venir aux mains. Sarkozy lui aurait tapé le poitrail avec le poing. Il vous a frappé au niveau de la poitrine ?
Comment il a fait? Il a sauté. Il a fait comme ça. Mais attends, c'est dangereux. C'est un coup à se faire boxer les ralaouettes à la redescente. Bon, bah justement, alors parlons de Jean Castex. Il a attrapé le coronavirus, dites donc. Non, vous avez vu ça? Castex, vraiment, c'est Hollande avec un accent par moment. Il a attrapé le virus en nous expliquant comment faire pour ne pas l'attraper. Ouais, il était là. Oh, bonjour Gérard. Salut Paulette. Jean-Claude, ça va? Et Marcel? Surtout pensez à vous protéger, hein. Christian, l'épidémie n'est pas finie. Oh putain, où qu'il est mon masque? Putain, je l'ai foutu avec mes lunettes. Oh, bah Nicole, tu penses au geste barrière, Nicole, hein? Viens me faire un câlin. T'es Brad Pitt, t'as Angelina qui vient te voir et qui dit, bah, tu sais, Brad, j'ai rencontré Gérard Jugnot. Tu crois que c'est une vanne? Hein? Mais moi, je suis secrétaire de mairie. Eh ben, je t'invite à fermer ta gueule, alors, cordialement. Voilà un florilège de ce que vous faites sur RTL, Philippe Cavrivière. Mais vous me parlez justement d'oser. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Comment ça se fait que vous osiez autant et... De ce que j'entends des auditeurs, c'est que l'audace est pas à la mode en ce moment, qu'on est un peu prudent. Ouais. Et que, j'ai pas l'impression, mais j'ai l'impression que dans les retours, ça leur fait du bien. Quelqu'un qui ose. C'est Yann Kelevitch qui disait le second degré, c'est temps. Et donc j'essaye de me dire, allez, il y a des gens intelligents. Alors, parfois, vous y allez un petit peu fort quand même. Ah bon? On dit les choses comme elles sont. Franchement, vous y allez, mais franco, avec une patte acerbe assez incroyable. Je voulais savoir comment vous écrivez. Est-ce que vous écrivez en temps réel? Est-ce que vous écrivez deux versions? Parce qu'il y a la version avec l'invité qui reste pour vous. Et parfois, j'avais dit ça une fois avec Castex. Alors, moi, j'écris pour Nicolas Canteloup, et puis après, tous les jours, et puis après, je repars sur l'écriture sur RTL, et j'ai tous les jours un copain à l'écriture, chaque jour, un différent, parce qu'on essaye d'être frais et de réécrire quelque chose de péchu. Et Jean Otaride qui travaille avec Max Boublil et Jonas Evin qui est un jeune auteur. Et tous les jours, on bosse ensemble, on écrit chacun de notre côté, puis après, on mixe ça. Puis jusqu'au dernier moment, on change les choses, jusqu'à 1h du matin, des fois 6 du mat avant le direct. Oui, bien évidemment, parce que quand on vous écoute, on voit bien que vous rebondissez sur mais j'ai bossé. Des paroles. Bien sûr, donc quand même, en temps réel, il y a quand même une écriture qui se fait juste un petit peu avant. J'aime bien quand c'est frais, moi. Bah, j'aime bien quand ça sent le frais. Évidemment, mais ça s'entend surtout. Est-ce que c'est difficile de faire rire quand l'actualité n'est pas non plus propice, comme par exemple pour le petit Ryan? Alors, j'en ai pas parlé, et c'est un petit regret. Je l'ai pas fait sur le petit Ryan, je l'ai fait en tête tout, c'est tellement terrible, et ça rejoint quelque chose d'universel et qui balaye tous les racismes. À un moment donné, on a foi en l'humanité quand on se dit, là, tout est balayé. Devant cette détresse universelle, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de nationalité. Et c'était très fort. Souvent, je le fais. Vous n'attendez pas que l'actualité retombe, vous le traitez tout de suite, ouais, ou vous attendez un petit peu. Et des fois, je m'autorise à mélanger les horreurs que je peux dire avec quelque chose de touchant, ou qui m'a... quand on a perdu un petit de l'association, Luciano, que j'adorais, j'en ai parlé à l'antenne, j'en ai parlé au micro. J'ai l'impression que les gens aiment bien ça. De moi, c'est paraît très prétentieux de dire ça, mais... Et il y a une complicité qui se crée avec l'auditeur de dire « Ok, c'est du second degré, on va rire du malheur parce que c'est la seule façon de le supporter. » Alors justement, vous parlez du malheur, vous avez fait une vanne, vous dites ça comme ça, sur le cancer, à cause duquel vous avez perdu vos proches, votre sœur, votre maman. Ouais. Donc vous dites ça sert à ça contre le cancer pédiatrique. C'est ça. Parlez-nous de ça. Alors c'est une association qui est dans le sud, qui est chez moi. C'est un Léo, un gamin de 15 ans qui a eu un cancer pendant 1 an et demi. On a essayé de faire plein de choses pour le connecter avec des grands professeurs grâce à Michel Drucker, etc. Ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Il voulait parler à Mike Horn, on a réussi à joindre Mike Horn grâce à mon copain Michael Youn et grâce à Nicolas de Tavernos. Il a eu Mike Horn au téléphone depuis le bout du monde. Et puis après, ça s'est mal terminé. Et quelques mois après, les parents m'ont dit « Est-ce que tu veux être parrain de l'association ?» J'ai dit oui, mais personne chez moi, dans ma ville de Saint-Raphaël, où il y avait 1000 personnes. Michel Drucker est venu, Nicolas Canteloup, Florent Père. Et puis j'ai fait des vannes. Alors le sujet est rigolo, hein, cancer des pédiatriques. Il y avait 1000 personnes, des enfants malades, des enfants en soins, des parents qui avaient perdu leur enfant. Mais Thomas Sauteux est venu me voir, il me dit « Mais t'es pas nul au micro, tu veux pas venir sur RTL avec moi ?» Donc le départ de l'association m'a fait, alors que je voulais absolument pas, aller au micro d'RTL. Et puis au micro d'RTL, il y a Philippe Gueuluc qui m'a écouté et qui a dit à Laurent Ruquier « Écoute, Cavrivière », et Laurent Ruquier m'a appelé. Donc tout part de
de cette mitzvah, de cette bonne action. Et je crois à ça. Je crois que ce qu'on envoie dans l'univers revient. J'attendais rien et j'ai reçu plein de choses. Vous avez reçu plein de choses et c'est comme ça qu'on a appris à vous découvrir Dully sur Ouais. Europe 1, parce que vous êtes, on l'a dit, la patte pendant 15 ans, vous l'avez été pour Canteloup. Vous continuez Ouais. d'écrire pour lui. Et donc, vous expliquez que finalement, cette lumière est arrivée. C'était ma question. Comment vous êtes rentré dans la lumière? Finalement, ça n'a rien à voir Involontairement. avec ce que vous avez pu faire en tant qu'auteur. Non, je n'ai aucune volonté. Je vais où le vent me pousse et là, le vent m'a poussé vers RTL et j'y suis heureux. Vous êtes heureux. Écoutez, nous aussi, on est très heureux. Comment vous êtes passé de Saint-Raphaël, finalement, à Canteloup? Ah mais Parce que j'étais vous venez de Saint-Raphaël. obligé, on m'a obligé à venir sur Paris. Moi je suis du Sud, je veux être au soleil, hein. Je vais être sur Rire et Chanson, puis après sur Europe 1. Et puis après sur Europe 1, je crois qu'on s'est fait virer il y a pas longtemps. Et du coup, Le voilà. siège éjectable. C'est comme ça, on dit. c'était comme ça. Et puis, on est parti, on est d'accord. Alors, vous êtes maintenant dans un exercice d'orateur-amuseur. Est-ce que ça a été frustrant, un petit peu pour vous, à un moment donné, d'être dans l'ombre, finalement, d'être l'auteur de l'auteur? Du tout, non, parce que Nicolas Canteloup est un ami, mais il arrive souvent d'admirer ses amis et il sait faire plein de choses que je sais pas faire et j'adore me mettre au service. Il y a une phrase que je cite tout le temps, c'est Boringer qui l'avait dit à Depardieu, elle est belle cette phrase, il lui avait remis un César, il lui avait dit « On peut être vassal quand le Seigneur est grand ». Et je le dis tout le temps, Nicolas Canteloup, j'étais au service et il a un talent fou, donc j'étais très bien au service de Nicolas. J'avais aucune volonté d'être en première ligne. Et puis après, j'ai pour des gens comme ça, on est tellement fiers, avec mon copain Stéphane Joly du club, avec Nicolas Bedos, on est tellement fiers de se mettre au service de talent, puis on se dit « Je suis incapable de faire ce qu'ils font, les gars ». Est-ce que Nicolas Canteloup vous écoute et qu'est-ce qu'il dit? Et il m'écoute, il écoute RTL. Scoop, Nicolas Canteloup écoute RTL. Est-ce que quelque part, finalement, vous n'avez pas pris sa place? Non, parce que je fais des très mauvaises imitations. Je suis un piètre imitateur. Non, je suis à un autre moment, je suis à un autre créneau C'est horaire. un autre style. Ouais, et puis Votre style de celui, par exemple, de Laurent Gérard ou d'autres personnes qui, finalement, sont... Même s'ils sont des imitateurs, sont des amuseurs, mais restent quand même un peu dans la case où on traite l'actu. quand on écoute tout le monde, on se dit moi j'écoute j'écoute France Inter, j'écoute à soi son identité. Au début, c'est la grande question. C'est vrai, avant d'aller en radio, de dire qu'est-ce que j'ai à dire de plus qu'eux, ils sont très forts. Et puis après, on essaie d'y aller avec sincérité, de dire ok, moi je suis un mélange de ça, de gens que j'ai aimés, de des proches, j'ai aimé ça. Ils sont tout en haut, je me compare pas une seconde, mais voilà, j'aime bien ça et j'aime aussi quand il y a de la tendresse, quand il y a de la sensibilité. Donc je vais donner ça. Je vais donner que ce que j'ai. Vous parlez longtemps sur l'antenne, mais j'ai envie de savoir qui vous êtes vraiment. Vous voyez, hier, j'avais quelqu'un en face de moi qui était Géraldine Maillet, qui m'a dit « Ah, tu as Cavrivière demain, mais écoute, je l'ai rencontré dans On est en direct, où vous êtes tous les samedis soirs. Tu l'embrasseras pour moi ?» J'ai dit « Mais avec grand plaisir, je l'embrasserai. » Voilà, j'ai l'impression que quand on vous rencontre, et encore une fois, je suis transparente, nous, on se connaissait pas, on s'est écrit, on s'est tutoyé très vite. Vous êtes ce bon mec, en fait. Comment vous avez grandi? Dans quel environnement pour être aussi sympa? Je crois que c'est l'école du club, beaucoup. Je crois que je dois beaucoup à mes parents. Je crois que j'ai eu une enfance modeste. Et dans les quartiers où tout allait bien, à l'époque où tout allait bien, dans les années 70, où il y avait un melting pot, où il n'y avait pas de communauté. Et quand je repensais à ça et quand je vois l'actu, je me disais, mais mon copain Abdoulaye, il était musulman ou pas? Je sais plus. Et je m'en fous. Et mes copains tunisiens, ils étaient quoi? Ils étaient juifs ou ils étaient... j'en sais rien. Et en fait, c'était une période bénie où on s'en foutait des religions et on goûtait les uns chez les autres. Et puis, le communautarisme est arrivé après. Et après, moi, j'ai grandi dans ces quartiers-là. Et après, je suis parti au Club Med. On sortait les violons. On n'avait pas les sous pour partir en vacances. Et mes premières vacances loin, c'était le Club Med. Oui. Et c'est 20, 30 nationalités et 5, 6 religions qui travaillent ensemble. Et il y a pas... Et on préserve ça et on prend le meilleur de tout le monde. On prend le meilleur de toutes les religions. Et est-ce que ça, justement, ça vous sert? Et est-ce que vous osez tout dans vos textes, quand on peut, comme avant, encore rire de tout, vous qui avez fréquenté cette belle époque? Il faut essayer. Au Oui. moins, il faut essayer. Il faut essayer d'avoir ce petit courage et s'adresser à l'intelligence de tous, qu'ils soient juifs, musulmans, catholiques ou athées, et de se dire, il y a l'intelligence avant tout qui les rassemble, et il y a l'humanité avant tout qui les rassemble. Donc oui. Vous avez dit, je crois, c'était sur Yann Moix,
il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça, c'était chez Soto, que vous estimiez, je crois que l'antisémitisme n'avait pas de courage, ou quelque chose comme ça, qu'on pouvait pas revenir en arrière. Excuse, c'était quoi? C'était parce que il y avait le couturier qui avait fait, il avait dit non, il avait dit des trucs pro-Hitler parce qu'il avait picolé. Donc j'avais dit oui, et la Shoah, c'est une happy hour qui a mal tourné. Donc je trouvais ça lamentable comme excuse, et c'est nul, il était nul en excuse, comme beaucoup. Philippe Cavrivière, on va continuer à parler de vous. On vous retrouve donc aussi le samedi en deuxième partie de soirée dans On est en direct sur France 2. Vous recyclez quelques... Ouais, parce que j'arrive pas à retrouver d'autres vannes sur la même actu. Donc des fois, je teste sur RTL, et puis après, Est-ce que la mayonnaise, elle prend aussi bien qu'en radio? C'est pas parce pareil. Parce que la radio, c'est un média génial. C'est un média qui parle à l'intelligence, qui va très vite. Et on se regarde moins, et il y a plus de rythme, et c'est beaucoup plus difficile la télé. Qui ont été vos meilleurs clients en radio? En radio, Édouard Philippe, on l'a écouté. Rachida Dati, elle a été adorable. Ouais. Castex aussi. Castex, ouais, il a été sympa. Mathieu Ricard, très cool. Ouais. On n'a pas parlé de bouddhisme, mais il était très cool. On va écouter encore un petit bout parce que tout à l'heure j'en ai parlé, mais là on a le vrai bon son. On écoute. Rachida Dati, vous avez un parcours brillant et vous êtes aussi connue pour votre élégance. Hein. Bref, vous êtes un mélange de Simone Veil et Anna Wintour. Au Conseil de Paris, vous êtes la présidente du groupe Changer Paris, qui devait initialement s'appeler Casto Hidalgo, et le nom n'a pas été validé par les autorités compétentes. Attention, il y a aussi des jeunes dans le 7e, il y a des jeunes qui s'appellent Alban et Jean-Eudes. Ils sont catholiques et se marient souvent entre cousins. Voilà. Un habitant du 7e, c'est un ch'ti, mais avec des mocassins à gland. Bon, je trouve pas, moi. En tout cas, c'est un super premier ministre. Hein, il est bosseur, puis il est fidèle. Il fait pas d'ombre à Macron. En fait, c'est le concept de la copine moche. Toutes les filles belles font ça. Faites ça, Rachida Alba. Vous en aviez une de copine moche. Les filles belles, elles se baladent toujours avec une copine moche pour briller. Eh ben, Castex, c'est la copine moche de Macron. Ah ouais, vous y allez. Vous y allez franco, mais c'est un régal. Est-ce que vous avez déjà pris un bide? Ouais, plein. Franchement. Oh là, ouais. Bide, mais monstrueux. Oui, en télé, mais pas en radio. Des tôles. Oh là là, des moments où je me dis, qu'est-ce que j'ai envie. Je me déteste, je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Mais non, mais ça fonctionne quand même. Non, j'ai Jeanne Chéral. On dirait qu'elle m'a dit, c'est nul, c'est de la merde. Vrai. Je vous jure, elle était comme ça. Elle était entre s'endormir, mais c'était, ouais. Elle dit, est-ce que je peux partir, je crois, à un moment donné. C'est horrible, c'est horrible. Mais voilà, j'en rigole avec le truc, mais sur le moment. Mais ça vous empêche pas d'y retourner quand même? Mais il y a un côté maso, non, de d'y retourner à chaque coup. Ouais, il y a. Qu'est-ce qu'il dit, Ruquier? J'espère que ça va être drôle. D'ailleurs, je crois que c'est un magazine. Alors, je vais pas citer le nom du magazine parce que ça servira à rien. Qui parle de vous comme étant un humoriste. Vous n'êtes pas un humoriste. Vous êtes un auteur au service de l'amusement. Ouais, exactement. Je crois que j'assume pas le truc d'humoriste. Non, je vois pas comme un humoriste. Mais est-ce que vous aimeriez monter sur scène, par exemple, Philippe Cavrivière? On m'a posé la question plusieurs fois. Je crois qu'on l'attend, très franchement. Je sais pas. Et comme je voulais pas faire de la radio, j'en fais. Je voulais pas faire. C'est quoi vos projets? Ah comme d'hab, j'ai aucun projet. Je vais vraiment où le vent me pousse et où je suis heureux. Je vous jure que j'ai pas de projet. Vous avez écrit pour le théâtre, vous êtes scénariste, vous avez écrit pour le cinéma, vous avez écrit il y a pas longtemps le spectacle de Florent Père au théâtre de la Gaîté. Nature, on va en parler bien sûr dans cette édition avec Jérôme Goulon. Les Infidèles aussi, joué par Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Vous préparez le coup d'après, c'est pas possible? Non, j'ai aucune stratégie. Je suis nul en stratégie. Le pire, je sais pas jouer aux échecs. Vraiment, je suis à l'instant présent. Je suis avec vous et puis après derrière, j'ai aucun projet. Bon, écoutez, on va vous chercher des projets. Si vous avez du boulot pour moi, je vais laisser un CV à la direction. Écoutez, je crois que le CV, on le prend. J'ai Emmanuel Rials qui me fait un grand sourire en face de moi, qui me dit ah oui, on le prend, Philippe Cavrivière. Philippe, on va continuer à parler avec vous et de vous dans cette émission, bien évidemment, sur Radio J. Dans votre personnalité, ce sera avec Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Jérém Rage pour parler théâtre, émotion ou encore gastronomie. Mais dans un instant, le rappel des titres, restez avec nous sur Radio J.